Voyager autrement partie 2, en roue libre. Le train, c'est super, c'est vraiment ça permet de rentrer dans un état méditatif, c'est une bonne vitesse, mais ça permet d'arriver à un point A à un point B, sans qu'on puisse vraiment s'arrêter où on veut et puis ça va arriver d'un point A à un point B qui sont souvent une destination touristique et qui arrivent à une autre destination touristique. Ou en tout cas des gros hubs et c'est normal, on va pas mettre des gares n'importe où. Du coup, ça crée une expérience du voyage qui est extrêmement intéressante, mais dans lequel il peut être un peu plus difficile de sortir des sentiers battus. Et au bout de 6 mois de voyage, 6-7 mois, ça nous paraissait intéressant d'avoir une autre expérience, en gardant cette réflexion de la lenteur, sans descendre non plus dans la lenteur du voyage à pied, dans lequel on arrive sur des distances assez courtes. On avait aussi croisé des vélocyclistes, des voyageurs à vélo. La manière qu'ils avaient de raconter leur expérience, ça nous a donné vraiment énormément envie, en tout cas envie d'essayer. La veille, elle n'avait encore quasi jamais fait de vélo. Le lendemain, elle pédalait 8000 km à travers toute l'Asie au guidon de sa bicyclette. Incroyable, non ? En avoir l'idée, la concrétiser, alors qu'on est à l'autre bout du monde, acquérir un vélo, s'équiper et partir à l'aventure. Une aventure qui va vous saisir pour toujours. Enfourchez votre vélo, voyagez. Le truc classique quand vous êtes au Vietnam et que vous voyagez un petit peu au long cours comme ça, donc ce qui va être marqué sur tous les Lonely Planet, même si du coup là on avait déjà abandonné le Lonely Planet depuis un petit moment, c'est de traverser finalement le Vietnam du nord au sud en achetant une moto à Hanoï et en la revendant à Ho Chi Minh. Bon, évidemment, quand vous êtes dans une réflexion de voyage bas carbone, acheter une moto pour faire 2000 km et puis la revendre à la ville d'après, c'était pas tout à fait dans la veine dans laquelle on était. Et donc, on s'est dit, qu'à cela tienne, on va acheter des vélos et puis on va faire la même chose, mais à vélo. Et puis voilà. Mais c'est un peu comme quand on a décidé de partir. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais voyagé à vélo. Il y avait des gens qui avaient l'air sympas et l'expérience, la manière de raconter leur histoire était quand même très chouette. Ça résonnait avec beaucoup de choses qui étaient en chemin chez nous. Et puis on s'est dit, on va essayer. Et puis si ça nous plaît pas, on revendra les vélos et puis basta. Arrivé à Hanoï, on est arrivé avec plein d'idées reçues, évidemment, comme tout bon Européen qui voyage en Asie et qui se respecte et qui, en fait, n'y connaît rien. On est arrivé à Hanoï en se disant, on arrive au Vietnam, cité du vélo, on va trouver tout de suite un super vélo pour partir faire nos 2000 km tel qu'on pensait initialement. Bon, ça, c'est méconnaître la réalité de 2015 du Vietnam, qui est encore plus vrai aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est plus une cité du vélo, un pays du vélo, c'est un pays du scooter. Il y a eu une période où ils faisaient principalement du vélo, mais le niveau de vie a augmenté et maintenant ils sont tous en scooter. Donc en fait, des vélos compliqués à trouver. Et en fait, vous trouvez beaucoup de vélos, mais qui sont des vélos de course, comme vous trouvez en Europe, des vélos pour faire la sortie du dimanche, vos 200 km sur une belle route goudronnée. Ça, je déconseille par contre pour faire de la cyclo-rando, parce que oui, c'est pas idéal. Et en fait, il s'avère qu'on a cherché pendant une semaine, on a fait tous les magasins de vélos qu'on trouve à Hanoï. Puis il s'avère que juste à côté de l'hôtel dans lequel on était, il y avait mais vraiment un boui-boui, un mec qui vendait des vélos comme ça. Et puis au bout d'un moment, on est allé le voir et on lui a dit, voilà, on cherche ça. Le mec nous a dit, mais pas de problème, moi, voilà les fournisseurs que j'ai. Et en fait, ce que je vous propose, c'est de faire un truc sur mesure. Et en plus, comme ça, on monte le vélo ensemble. Et comme ça, parce que, encore une fois, moi, j'y connaissais rien. J'avais jamais, je faisais du Vélib à Paris. Voilà, ça, c'était mon expérience du vélo. Et donc, me dire, je pars, j'ai jamais monté ou démonté un vélo, je ne sais pas comment ça fonctionne, comment je fais. Et là, j'avais quelqu'un qui me proposait d'avoir, en gros, de commander des pièces détachées. Il était en capacité de me dire, voilà ce que je peux avoir rapidement. Voilà ce qui me paraît pertinent au vu de vos besoins. En fait, c'était un mec ultra sachant. Et puis, je peux vous montrer comment on monte tout ça. Et donc, en fait, on a fini dans son boui-boui, là, qui faisait, je sais pas, peut-être 10 mètres carrés. Et on a choisi toutes nos pièces. Et finalement, on s'est fait un vélo. Donc, c'est des vélos qui viennent de Chine, mais comme, le cadre venait de Chine, pratiquement tout venait de Chine, mais comme l'intégralité, pratiquement
tous les vélos que vous allez trouver sur le marché aujourd'hui. Et puis, on a monté sur notre vélo un peu sur mesure. Et en fait, c'était parfait. Et c'est des vélos qui ont dû nous coûter autour de, si je ramène en euros, ça devait être autour de 500 euros, avec un équipement qui était très bien et qui, encore une fois, nous a permis de faire 8000 km sans aucune difficulté. Il y a une rencontre qui a été hyper intense avec quelqu'un qui venait d'Amérique du Sud, qui voyageait exclusivement à vélo. Ça faisait 5 ans qu'il voyageait et qu'il avait fait plusieurs fois le tour du monde à vélo. C'était incroyable, tout le périple qu'il avait fait. Et qui nous a croisés la veille de notre départ à vélo à Hanoï. On était en train de monter les derniers préparatifs, donc autant vous dire qu'il y a quand même un peu de stress, vu qu'on n'avait jamais fait ça. Et puis ce mec nous s'arrête dans la rue, on était en train de faire les derniers montages, et commence à papoter avec nous et à nous dire « Ah, mais vous voyagez souvent à vélo ?» On lui dit « Non, jamais, ça va être notre premier jour demain. » On flippe à mort. Et lui, il commence à nous raconter tous ses voyages à vélo, tout ce que ça lui amène, comment il fait. Et évidemment, ça a tout de suite changé absolument toute notre perception de ce qu'allait être la journée du lendemain. Et c'était une rencontre extrêmement belle qui a duré 2 heures, mais qui a été très, 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 très forte et très belle, et qui a un très, très beau souvenir. Et alors, on se met à pédaler, on part à l'assaut de l'Asie. Mon premier jour de vélo, c'est je sors d'Hanoï. Hanoï, c'est une ville tentaculaire. Pour vraiment sortir d'Hanoï et se retrouver dans la nature, entre guillemets, faut compter entre 60 et 80 km. J'ai jamais fait de cyclo-rando de ma vie. Voilà. Encore une fois, mon expérience du vélo, c'est de temps en temps faire du vélo quand je suis en vacances, et puis le Vélib. Et donc, première journée, on fait plus de 100 km, comme ça, parce qu'on s'est dit, il faut qu'on sorte d'Hanoï. Autant vous dire que la première nuit, déjà, on est rincé. Et puis le lendemain, c'est un peu compliqué. Mais on repart. Et en fait, comme ça, petit à petit, c'est là qu'on se rend compte à quel point le corps a une capacité de résilience et d'adaptation qui est complètement phénoménale. Au final, alors peut-être que j'enjolive aujourd'hui, mais j'ai pas un souvenir de souffrance ultime. C'est plutôt un souvenir de cette sortie tentaculaire sans fin de cette ville infinie qui, par ailleurs, moi, ça fait partie des expériences qui m'ont fait beaucoup réfléchir et qui ont fait que, quand je suis revenue de voyage, j'ai changé de secteur d'activité et que je suis allée travailler dans le développement urbain. Mais ça fait partie de ces expériences, pour moi, vraiment formatrices, de sortir de cette ville, de voir cette ville presque se construire sous mes yeux. De voir la congestion, la façon dont les routes se font, se défont, le trafic, la construction complètement chaotique et sans fin. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on ne mesure pas, pour le coup, quand on voyage en train ou en voiture. On mesure pas ça. On mesure pas la difficulté des piétons, les espaces pas du tout pensés uniquement pour la voiture. C'est des choses qu'on ne perçoit pas du tout quand on voyage pas à pied ou à vélo, et que du coup devenaient d'un coup extrêmement prégnantes et fondamentales. Et puis, c'est sûr que du coup, quand vous voyagez à vélo sur la route, vous êtes à la fin de la chaîne alimentaire. Surtout dans un pays comme le Vietnam, où autant vous dire que le vélo, au-delà des routes, des tout petits villages, c'est pas le sujet. Donc il y a des énormes camions, il y a des grosses voitures, ça part dans tous les sens. Donc c'est plutôt, en fait, j'ai le souvenir de cette journée plutôt comme un moment où il fallait faire attention à tout. Et puis c'est pareil, première fois où vous voyagez à vélo, en fait, c'est pas comme quand vous êtes en Vélib ou que vous vous baladez en vacances à vélo. En fait, vous avez le poids de votre bagage derrière. Alors, il s'avère que aussi, ça c'est important quand vous voyagez à vélo, surtout ne jamais voyager avec votre sac sur le dos. Ça, c'est pas une bonne idée. Donc, on avait acheté des sacoches et pareil, ce qu'on avait trouvé et puis qui en fait a très bien marché. Cette sacoche qui a dû nous coûter, je sais pas, 15-20 euros, qui au bout d'un moment ont pris l'eau, etc. Mais qui ont très bien fait le job pendant 8000 km. Et puis un tendeur avec un sac plastique pour notre sac à dos, voilà, qui était du coup accroché au porte-bagages.
Mais en fait, c'est pas du tout le même équilibre quand vous voyagez à vélo avec votre barda derrière et quand vous avez un vélo qui n'a pas de barda. Donc c'est pareil, c'est en fait commencer à s'approprier ce nouvel outil qui est un vélo chargé, qui devient votre maison et apprendre à, un peu comme vous montez à cheval pour la première fois, apprendre à gérer l'équilibre, apprendre à vous faufiler, prendre votre place dans l'espace et vous approprier votre outil de déplacement. C'est pareil quand vous commencez à conduire une voiture, et ben c'est un peu la même logique. Et donc les premiers jours, c'est ça, c'est apprendre. Bon, il s'avère qu'en fait, ça nous a beaucoup plu. Moi, ça a été une vraie révélation, le voyage à vélo. Je trouve qu'en fait, c'est la vitesse parfaite pour voyager. C'est-à-dire, vous faites entre 15 et 20 km/h quand vous voyagez à vélo, hein, parce que ça sert à rien de pédaler comme une brute, puis vous êtes chargé. Et l'idée, c'est plutôt de profiter. Vous êtes entièrement libre. Je ne connais pas de moyen de transport qui soit plus libre que ça. Vous n'êtes pas dépendant du pétrole, vous n'êtes pas très peu dépendant des infrastructures. Vous pouvez vous arrêter à n'importe quel moment. Vous voyez un truc qui vous plaît, vous vous arrêtez. Il suffit que vous ayez une tente et vous êtes d'une autonomie pratiquement quasi totale. Et puis, il y a, mine de rien, ça vous met dans un état, c'est comme la marche. En fait, au bout d'un moment, ça vous met dans un état d'appropriation du territoire et de méditation qui est aussi très intéressant. Ça permet beaucoup de rencontres qu'on peut pas avoir dans beaucoup d'autres... Mais c'est un peu comme la marche, ça va permettre... ça interroge, ça permet de passer dans des espaces où personne ne passe et où, du coup, évidemment, ça crée de la connexion de cette manière-là. Donc, c'est, je trouve, un outil assez exceptionnel. Et puis, autre avantage, contrairement à la marche, parce qu'il y a beaucoup de similarités avec la marche, mais il y a un avantage par rapport à la marche, c'est qu'on peut faire un peu plus de distance. Et puis que surtout, ce n'est pas votre dos qui porte votre sac à dos, c'est votre vélo. Et ça change aussi beaucoup de choses. Pareil, ça peut paraître anecdotique, mais quand on voyage sur des milliers de kilomètres, ça ne l'est pas. Donc, c'était enfin, en tout cas, dans ce qui me concerne, ça a été pour moi un compromis, enfin une vraie révélation. J'ai trouvé le moyen de voyage qui me correspondait le mieux. Et du coup, évidemment, quand on a passé Ho Chi Minh, impossible de s'arrêter. Et on est allé jusqu'à Singapour, pas tout à fait en ligne droite. Le voyage est un peu synonyme de liberté. La liberté de se laisser aller et de se laisser surprendre. En 3e partie de cette mini-série audio, vous allez vivre la naissance de petites tortues de mer, intense magie d'un moment et totale surprise du chemin. Le voyage nous interroge sur nos vies et nos pratiques, et Alban nous parlera d'un autre de ses chemins, celui de son profond attachement à l'environnement et de sa transition écologique. N'oubliez pas de nous envoyer vos étoiles et commentaires, ça nous aide énormément. Un grand merci à vous.